savez qu'on a coutume de recevoir au sein de notre matinale, oh là là, ces personnes, ces champions et championnes qui font la fierté du continent. Et aujourd'hui, on va du côté du Cameroun. On va à la rencontre d'une grande dame. On regarde d'abord ce qui se dit dans l'élément portrait et on revient sur le plateau pour parler avec elle. Si on peut regarder. Pauline Longon-Tamé est une jeune et talentueuse volleyeuse camerounaise qui évoluait au poste de centrale et de réceptionneuse attaquante. Née le 31 décembre 1985 à Bafoussam, la lionne indomptable brille de mille feux. Au-delà de son talent qui ne souffre d'aucune contestation, la lionne a aussi un parcours académique recherché. En effet, elle a effectué des études primaires à Bafoussam, puis des études secondaires au lycée de Manengouba à Nkong Samba. Après son bac, elle fait des études supérieures à l'université de Yaoundé 1. Aujourd'hui, Pauline est professeure certifiée d'éducation physique et sportive, sortie de la promotion 2008-2011. Sur le plan sportif, elle a commencé par jouer au football jusqu'en 2006, date à laquelle elle commence le volleyball au centre de formation de volleyball de la cité universitaire. Ntamé est donc devenue sociétaire de Bafia Volleyball Evolution de 2006 à 2008, puis de l'INJS Volleyball Dames depuis 2008. Avec sa force physique et sa technique dans le jeu, Ntamé est un pion essentiel dans le groupe Lyon Indomptable. Elle ne laisse rien au hasard et est sur toutes les bonnes balles. Sa fougue et sa technique de jeu, dont elle seule connaît le secret, ont contribué à son succès. Plusieurs participations à la Coupe d'Afrique des Nations, dont un titre de championne en 2017, 2 participations au championnat du monde 2014 et 2018, une participation aux Jeux Olympiques, une dizaine de titres de championne du Cameroun et de vainqueur de la Coupe avec Bafia Volleyball et INJS de Yaoundé, presque autant de titres de meilleure joueuse du Cameroun en une décennie. Elle défraie la chronique lorsqu'elle prend le risque de poursuivre les matchs du championnat alors qu'elle traînait 6 mois de grossesse. Cette année-là, elle dispute la finale de la Coupe du Cameroun et la remporte. Elle brise malheureusement les cœurs quelques années plus tard en annonçant sa retraite internationale le 4 avril 2019 exactement, après la publication d'une liste de 20 joueuses devant préparer la CAN féminine 2019 et défendre le titre du Cameroun. Victoire Pauline Longon-Tamé est mère de 2 enfants, dont un garçon de 8 ans et une fille de 3 mois. Notre championne Victoire Longon-Tamé, oh là là, oh là là. Voilà, ces champions qui font la gloire et la fierté de l'Afrique. On va la recevoir au sein de notre émission sur modèle Zoom, hein, s'il vous plaît. Bonjour Victoire, j'espère qu'elle est déjà là. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les spectateurs. Bienvenue à la matinale. Bonjour à vous. Bienvenue à la matinale, Victoire. Merci. Merci, c'est un peu d'être là. Assez insolite hein, de s'appeler Victoire et d'avoir raflé autant de victoires aussi. Le destin, ou bien c'était vraiment... papa et maman savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont donné le nom. Là, je ne saurais le dire, mais ça a beaucoup eu de l'impact dans ma vie. Et c'est pas seulement victoire, il y a aussi l'or. L'or comme le métal. Oui, comme le métal, ça j'ai remarqué. Un métal que j'ai l'habitude d'avoir. Donc, je ne sais pas, peut-être c'était le destin, peut-être ils ont été inspirés par les voix, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça me correspond. Alors, nous, on est carrément désolés aujourd'hui de savoir que Victoire, avec autant de talent, Victoire qui est encore aussi jeune, soit déjà en retraite, alors qu'elle avait encore beaucoup de trophées à rafler pour l'Afrique. Pourquoi avoir pris rapidement cette décision ? Vous savez, je suis plus très jeune et puis j'ai passé 10 ans au sein de la sélection nationale. Donc, à un moment, il faut se poser. Nous sommes des femmes et moi, je voulais fonder ma famille. Nous avons l'horloge biologique qui nous trahit avec le temps. Donc, il fallait se poser, il fallait continuer à agrandir la famille d'un. Et de 2 aussi... voilà, j'étais déjà fatiguée de parcourir le monde entier et je voulais passer à autre chose. Je voulais passer de côté. Donc,
J'ai pas totalement abandonné. En fait, j'ai pris ma retraite internationale avec la sélection nationale. D'accord. Mais je continue de jouer en club. Oui. Je continue de jouer en club pour encadrer les plus jeunes, pour leur faire partager mon expérience, pour qu'elles aient un peu la hargne de réussir, la fougue des victoires. Voilà, je suis sur le terrain, j'entraîne et je joue en même temps. Vous parliez tout à l'heure de l'horloge biologique. Qui est-ce qui doit craindre d'abord cette horloge biologique en tant que sportif de haut niveau? Les femmes ou les hommes? Ça rattrape le plus souvent qui exactement? Ça rattrape le plus souvent les femmes, parce que les hommes, ils peuvent jouer jusqu'à 50 ans, ils n'ont pas de problème de grossesse, de conception et tout. Par contre, les femmes, plus le temps avance, plus ça devient difficile d'avoir des enfants. Il faut avoir recours soit à la médecine, soit à d'autres voies qui ne sont pas naturelles. Donc là, nous les femmes, on est un peu désavantagés sur ce plan-là si on a des envies de fonder des familles après la carrière sportive. Donc du coup, certes, on peut avoir des enfants et revenir sur les couples. C'est très difficile. Après 2-3 accouchements, c'est difficile de revenir parce que ça te bouffe une année, 18 mois au plus, où tu es sans activité. Et pour rattraper les 18 mois et être compétitif, c'est beaucoup de travail. Et plus on vieillit, plus le corps n'accepte plus un certain type de travail. Ça devient difficile de perdre des kilos, par exemple. Dans le sport que je pratique, le volleyball, il faut suivre son alimentation, il faut suivre le poids et tout. Ça devient très difficile de perdre les kilos, de se donner à fond. Et puis, quand on a déjà une certaine stabilité financière ou mentale ou morale ou psychologique, on se dit, bon, à quoi bon encore continuer? C'est bon, beaucoup abandonnent. Là, ils ont le talent. C'est pas évident de revenir après des accouchements. Il faut vraiment être un passionné, il faut vraiment être un mordu de ce qu'on fait. Oui. Justement, parlant du côté financier, on ne cesse pas de parler du problème, de l'épineux problème inégalité dans le sport, notamment le sport féminin. On parle notamment du football féminin. Justement, vous aviez été longtemps une grande footballeuse et puis vous avez vacillé dans le volleyball. Ce choix, est-ce par conviction ou bien parce que vous avez remarqué que dans le football, ces inégalités perduraient ou bien c'était juste un choix personnel? En fait, je vais au volleyball parce que au Cameroun, quand j'arrive à l'université, il n'y avait pas encore le football féminin aux Jeux universitaires. D'accord. Et moi, je voulais faire les Jeux universitaires. Donc, du coup, il y a un ami qui me dit, bon, voilà, tu es grande de taille, tu as les aptitudes, tu peux venir au volley puisque tu veux faire les universités. Je dis, ok, je rentre dans un centre de formation. Je commence à acquérir les bases du volleyball. Et c'est comme ça que j'y ai pris goût. C'est vrai que j'aimais déjà regarder le volleyball, j'aimais regarder les matchs de championnat et tout, mais je n'avais pas encore pratiqué vraiment. Donc quand je suis arrivée, en un an, j'ai appris beaucoup de choses et voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'ai totalement abandonné le football. Je suis partie, j'ai présélectionné pour les équipes nationales et puis je suis partie. Maintenant, parlant du côté financier, c'est vrai que le football et le volleyball, c'est deux mondes différents. Le football paye plus que le volleyball, ça c'est sûr. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore mises en place pour que quelqu'un puisse vivre vraiment de sa profession. Si on choisit d'être professionnel de sport, on ne peut pas encore réellement vivre de cela. Donc, et les inégalités, c'est sûr. Le sport masculin, le sport féminin ne va jamais égaler le sport masculin en termes de production, de revenus, en termes de je vais dire ça comment, en termes de gains. Parce que le sport masculin est beaucoup plus médiatisé que le sport féminin. Donc voilà, mais au fil des temps, les pouvoirs publics essayent de mettre des choses en place qu'on reconnaisse davantage, surtout dans mon pays, davantage le football, le sport féminin. Par exemple, nous ici, nous avons joué une CAN au Cameroun, le volleyball féminin.
Nous avons gagné et depuis cette CAN-là, c'est pratiquement le volleyball féminin est au devant de la scène. On parle que du volleyball féminin. On a un peu ravi en quelque sorte la vedette aux messieurs à cette première place. Et dernièrement, du côté du football, il y a la Ligue de football féminin professionnel qui vient de lancer sa saison. Ça a été une excellente réussite avec des sponsors qui sont arrivés. Au fur et à mesure, les choses vont changer. Les gens sont sur les terrains pour la bataille pour que les conditions s'améliorent. Et c'est tout ce qu'on demande. Et aujourd'hui, vous avez pris votre retraite internationale. J'aimerais savoir comment ça se passe, la retraite d'un athlète niveau international. Est-ce que vous continuez à recevoir des avoirs de l'État, une petite subvention pour vous soutenir? Parce que vous avez quand même la chance d'être un cadre dans l'administration camerounaise. Hormis ça. Le volleyball au Cameroun n'est pas encore professionnel. C'est pas encore. On ne paye pas les gens pour le volleyball. C'est des clubs qui gèrent cela. Maintenant, sur le plan de l'État, moi, je suis fonctionnaire de l'État camerounais. Donc, à côté d'être international, je suis d'abord fonctionnaire. Donc, j'ai arrêté avec l'équipe nationale, mais je continue de travailler dans mon ministère parce que je suis au ministère des Sports. Je travaille au ministère des Sports et de l'Éducation du Cameroun. Je suis cadre à la division des études de la planification et de la coopération. Donc, ça n'a pas empêché, ça ne m'empêchait pas de jouer, mais maintenant que j'ai arrêté avec l'équipe nationale, je me consacre beaucoup plus à ma fonction de cadre. Pour certaines qui n'ont pas la chance d'avoir un métier comme le mien, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place du côté du comité olympique où on essaye de faire des choses pour la réinsertion sociale des athlètes. Il y a des formations qui sont mises à disposition des athlètes pour qu'ils puissent avoir des formations autres que celles du sport et pouvoir continuer à vivre. Parce que vous savez, la carrière d'un sportif, elle n'est pas longue. À 40 ans, c'est fini. Maxi 40 ans pour des hommes et 35 ans pour les hommes. Les femmes, c'est fini. Et là, il faudra maintenant se tourner vers autre chose, voir la somme des expériences qu'on a accumulées durant tout le parcours sportif, essayer de transposer ça dans la société pour être des leaders, pour être des managers dans le domaine où on se sent le mieux. Alors, Victoire Longontame, je suis aussi sur le plateau avec deux hommes. Ils sont déjà tout honorés de vous voir là en live. Ils vont aussi se prêter au questionnaire. DJ Chris et Stéphane, qui de vous commence à... DJ Chris. D'accord, alors c'est Victoire. Comment gérez-vous la vie professionnelle et la vie familiale? Comment vous la gérez lorsque vous étiez encore en fonction, sportivement parlant? C'était facile parce que mon mari, il est aussi dans le métier du sport. Donc, il comprend que je dois aller, quand il faut partir en stage, je dois partir en stage et c'est lui qui reste gérer la maison avec les enfants et tout ce que ça comporte. Donc, ça a été très facile parce qu'il m'a vraiment allégé la tâche. J'ai pas eu trop de soucis de ce côté-là. On était deux, on forme une équipe et il m'a tellement soutenu. Ce plan-là, j'avais pas à m'inquiéter que la famille, sur le plan familial, ça va avoir des répercussions négatives. Non, au contraire, j'ai été soutenue. Et quand j'ai même décidé de prendre ma retraite internationale, il n'était pas totalement d'accord, mais je lui ai dit, je suis fatiguée. Personne n'était d'accord, hein? Mon corps était fatigué. En fait, ça faisait 28 ans que je travaillais sans relâche. Et j'étais épuisée. J'étais épuisée. Je ne pouvais plus. Il y a un certain type de travail que je ne pouvais plus accepter. D'accord. Et il était vraiment de partir. Donc, sur le plan professionnel, concernant mon boulot, j'ai la chance que je travaille dans les métiers du sport et c'est le boss de toutes les sélections nationales, c'est le ministre. Donc j'avais totalement son appui, l'accord pour pouvoir partir, défendre les couleurs du pays et revenir sans avoir à m'inquiéter sur quoi que ce soit concernant mon boulot. Donc voilà, ça a été vraiment
C'était vraiment comme ça glissait. C'était facile de gérer tout ça. Je n'ai pas connu trop de difficultés de ce côté-là. La deuxième et dernière question, c'est en général, on parle beaucoup plus de retraite internationale en ce qui concerne, selon ce que moi j'observe, ceux qui ont quand même entrepris une carrière, par exemple, hors du pays, ont joué dans des grands clubs étrangers hors du pays et ensuite, après, on rentre, on prend sa retraite internationale. Est-ce que vous avez pensé à vous expatrier, aller jouer en Europe, par exemple, au volleyball en Europe, où il y a des clubs UP qui payent mieux. Vous avez pensé une fois? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contrats, mais je les ai tous refusés. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ma conception, et c'est ce que moi je voudrais faire comprendre à beaucoup de personnes, surtout en Afrique, on peut avoir les meilleurs, on doit avoir les meilleurs aussi en Afrique. C'est un choix personnel. Moi, je ne demande pas aux autres de le faire. Le côté financier n'était pas trop mon intérêt. Moi, mon intérêt, c'était d'être un modèle pour la jeunesse en restant dans mon pays, en jouant pour mon pays, en montrant qu'on peut être meilleur, même en étant au pays. Même en ayant des conditions de travail difficiles, on peut avoir le niveau de ces personnes qui jouent dans les championnats européens et autres du monde. C'est vrai, beaucoup n'ont pas accepté cela, mais moi, c'était mon choix. Et aujourd'hui, je suis contente parce qu'il y a deux jeunes qui sont à l'équipe nationale parce qu'elles m'ont vu jouer au pays. Elles ont été impressionnées, elles ont voulu faire comme moi et aujourd'hui, elles sont les meilleures en Afrique. Là, j'ai gagné mon combat. J'ai environ 25 jeunes que j'encadre qui seront des grandes volleyeuses de demain qui, parce qu'elles m'ont vu jouer, parce qu'elles assistaient à mes matchs, là, elles veulent me ressembler, elles veulent être comme moi. Et moi, je suis contente de voir cela. Si j'ai pu sortir, si j'ai pu faire rêver certains en étant au pays, là, mon but, mon objectif est atteint. Le volleyball n'est pas un sport médiatisé, ça c'est clair. Et pour la plupart des professionnels, les jeunes ne les connaissent que de nom. Les jeunes ne peuvent pas s'identifier à elles. Pour dire non, j'ai vu telle jouer, je veux être comme elle. Comme on le fait, comme ça se fait au football où le football est médiatisé, on voit les footballeurs jouer et c'est comme ça que des gens s'identifient, des gens prennent des grands joueurs pour modèle. Moi, je voulais être ce modèle-là où les gens puissent voir qu'il y a de la qualité, qu'on peut avoir de la qualité en restant au pays. J'ai décidé, c'est un choix personnel, de rester dans mon pays. Et si dans ce choix, il y a 6 familles qui puissent sortir de la misère grâce à leurs enfants qui ont décidé de jouer professionnel et de gagner leur vie avec le sport parce qu'on m'a vu jouer, là j'ai atteint mes objectifs. Donc pour moi, être en Europe comme être au Cameroun, l'essentiel c'est d'être au top niveau et d'avoir le niveau d'un athlète international. Et je pense que j'ai eu ce niveau et pour moi ça a été une réussite totale. C'est une satisfaction pour moi c'est une satisfaction de ma carrière. C'est un choix que j'ai décidé de faire. Je ne sais pas si j'avais peut-être été en Europe, je ne sais pas si ça aurait été pareil, mais je pense qu'en étant resté dans mon pays, j'ai pu atteindre mon objectif. Justement, moi, je vais poser une question par rapport... tu vas poser la question, Stéphane, je t'assure. Par rapport à ce que vous venez de dire, franchement, vous forcez le respect et vraiment ça, moi je dis bravo. Et on sait que parmi les raisons pour lesquelles ces jeunes sont obligés d'aller en Europe, c'est le côté financier, un problème que vous n'aviez pas. Alors que pensez-vous de ces jeunes-là qui se décident, malgré tout, de tourner le dos à leur pays, d'aller comme ça dans les clubs européens, prendre la nationalité française, parce que au pays, on ne leur offre pas les mêmes avantages. La finalité de tout être, c'est le bien-être. On ne peut pas, moi, je ne peux pas questionner leur choix. C'est un choix de vie pour toutes ces personnes-là.
quand ils vont, c'est beaucoup plus pour l'aspect financier. C'est des personnes qui pensent, qui veulent avoir qui ont un idéal de vie. Et si le pays leur offre cela, je pense que c'est ce qui peut motiver leur choix. Moi, je ne peux pas les juger. Chacun a ses choix dans la vie, chacun a sa conception de la vie. Seulement, on n'oublie jamais d'où on vient. La preuve, toutes ces personnes qui prennent des nationalités étrangères, à la fin des carrières, ils rentrent toujours dans le pays. Ils reviennent toujours au pays. Si pour moi, certains prennent les nationalités étrangères pour l'aspect financier, par exemple, et qu'à la fin, ils puissent investir dans leur pays pour aider les jeunes qu'ils ont laissés derrière eux à s'en sortir, à devenir comme eux et leur inculquer l'amour du pays. Parce qu'on a constaté de plus en plus que certains qui prennent les nationalités, quelque temps après, ils le regrettent amèrement de ne pas avoir joué pour leur pays. Alors, ils doivent partager leur histoire. Ils doivent partager leur expérience et plutôt que plutôt que de laisser d'autres jeunes venir se casser la gueule à certaines mauvaises expériences, ils doivent les amener plutôt à aimer leur pays, à travailler davantage pour leur pays. Et aussi, en partageant certainement leur histoire, ça peut impulser un mouvement pour sur les politiques qui comprennent déjà que, attention, il y en a qui sont partis, ils ont pris les nationalités, voilà ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'améliorer les conditions des autres qui sont encore là, qui n'ont pas encore pris les nationalités, pour qu'on puisse garder nos nationaux? Voilà un peu. Mais il faut que ces personnes, même s'ils prennent des nationalités qui jouent pour des autres pays, ils doivent partager leur expérience. Quitte à ce qu'on montre aux autres les avantages et les inconvénients de prendre une autre nationalité que la sienne. Voilà un peu mon opinion à propos de cela. Alors, bonjour. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, vu que actuellement vous travaillez au ministère des Sports et tout ça, vous avez dans votre argumentaire, vous avez dit que le volleyball est un peu à l'état embryonnaire, tout ça. Est-ce que aussi votre rôle, votre combat n'est pas de médiatiser le volleyball aussi, en ayant cette place? Bien sûr qu'on le fait. On le fait tout le temps. Moi, par exemple, je suis promotrice d'un tournoi de volleyball jeune où je rassemble chaque année 2 fois par an plus de 300 enfants qui vont jouer, qui vont se confronter les uns et l'autre. Je leur offre une tribune pour jouer et cela est médiatisé. C'est des enfants qui viennent de tout le Cameroun entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc j'ai environ près de 20 centres de formation qui se retrouvent dans la capitale pour essayer de jouer. Et c'est ça qui a fait, parce que depuis 2016, je vais vous dire depuis 2016 que le Cameroun s'est qualifié pour la première fois aux Jeux Olympiques. Nous avons commencé à mettre sur pied ce tournoi des jeunes. Et de plus en plus, nous sommes partis de 50 enfants et aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 qui participent à ce tournoi. Donc, ça montre que les gens commencent à s'intéresser davantage au volleyball. Au Cameroun, après la CAN de 2017 que nous avons gagné, il n'y avait pas 20 centres de formation des écoles de volleyball. Il n'y avait pas 20 écoles de volleyball au Cameroun. Aujourd'hui, on a dénombré plus de 200 écoles de volleyball. Je ne peux pas vous donner les effectifs réels, mais je sais qu'on est à plus de 200. Donc, ça veut dire que le volleyball est en train de prendre de l'ampleur. Et je mets aussi mon image à contribution pour promouvoir cette discipline. En plus de ça, moi, je suis entraîneur d'une équipe de juniors. Et je ne vous mens pas, il y a des fois, je suis obligée de donner certaines choses à mes collègues parce que ça ne désemplit pas. Tout le monde veut travailler avec moi, tout le monde veut être là. Et ça n'empêche, je suis en très bon terme avec les journalistes de mon pays. Donc, à chaque fois qu'il faut parler de volleyball, qu'il faut parler de sport, je suis tout le temps à la radio, tout le temps à la télé, pour essayer de partager mon vécu, pour essayer de donner mon avis sur des problèmes précis dans le sport. Et voilà, on essaye de faire ce qu'on peut à notre niveau. Du côté du ministère, à chaque fois qu'il y a un projet sur le sport,
en général, on le soutient, on essaye de donner de notre expérience pour que ce projet aboutisse. Donc voilà un peu ce qu'on fait sur le plan local. D'accord. Alors ma dernière question est celle-ci. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africaines, hein, une Africaine par exemple qui est désespérée, qui veut faire le volleyball, mais après dans son pays ça ne suit pas, mais elle est tellement passionnée par le volleyball. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune femme en fait? Je peux dire à ces jeunes-là de travailler. Il n'y a que le travail, ce n'est que pas le travail qu'on réussit. D'un. Et de deux, je sais pas la politique sportive qui est mise en place dans les différents pays, mais si nous, en Afrique, on pouvait s'organiser normalement comme ceux des Européens, on a un potentiel fou en Afrique, vous n'avez pas idée. On a un potentiel, on a une mine d'or ici chez nous, sur le plan physique, nous sommes forts. Que ce soit mentalement, physiquement, nous sommes forts. La seule chose qui nous manque, c'est la technique et les meilleures conditions de travail. Si les conditions de travail, les conditions d'entraînement pouvaient s'améliorer, si les conditions, en fait, de côté financier pouvaient s'améliorer et qu'un pratiquant de sport en Afrique puisse vivre de son art, je ne suis pas sûre qu'on aurait beaucoup qui devaient s'expatrier pour aller jouer. Et de ce côté-là, on pourrait commencer à rivaliser avec les pays européens, les pays américains sur le plan sportif. Mais nous avons une mine d'or en Afrique et nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de cela. Nous-mêmes, nous ne mettons pas en place les moyens qui puissent exploiter réellement ces mines d'or. Et voilà, la résultante, c'est que nos compatriotes s'expatrient. Et vous voyez, dès qu'ils s'expatrient, ils deviennent meilleurs dans leurs différents championnats, ils explosent. Pourquoi ne pas mettre les moyens en jeu pour être aussi, pour garder ces produits africains chez nous? Donc je leur dis, il faut travailler, il ne faut jamais désespérer. Il y a toujours une solution à chaque problème. Donc beaucoup de courage et d'abnégation au travail sans tricherie. Voilà. On espère juste que votre message est passé parce qu'il est assez fort et assez noble. On vous remercie, Victoire Longon-Tamé, d'être passé à la belle radio et télévision, vu qu'il y a des générations qui ne vous connaissent pas. Et la belle est déjà dans cette logique-là, de mettre en lumière ces champions qui font la fierté de l'Afrique. Merci encore pour ce que vous avez fait pour l'Afrique et que vous continuez à faire à travers ces futurs champions que vous encadrez. On se revoit peut-être lors de nos prochaines émissions. Un dernier mot? Oui, je voudrais remercier tous les téléspectateurs. C'est à vous aussi de la Belle TV que je remercie pour cette invitation. Je voudrais dire que maintenant, je suis beaucoup plus tournée vers un combat pour l'amélioration des conditions des athlètes. C'est pour ça que je suis vice-présidente de la commission des athlètes de l'Afrique centrale. Donc on essaie de booster, de bousculer pour essayer de permettre aux athlètes d'avoir de meilleures conditions, de se préparer dans une carrière sportive et aussi de préparer l'après-carrière. Donc voilà un peu le combat que nous mettons en place aujourd'hui. Nous faisons aussi dans l'éducation des athlètes sur leurs droits, sur l'intégrité dans le sport, sur l'éthique. Et aussi, nous espérons que les médias et les politiques vont nous accompagner dans ce combat pour avoir des hommes forts, pour avoir des leaders de demain. Donc, je vous remercie vraiment pour cette tribune et beaucoup de courage dans ce que vous faites. Merci. Merci et surtout que Dieu fasse grâce sur vos projets et qu'il porte des fruits. À nous revoir très prochainement encore. Merci Victoire Longon-Tamé du côté du Cameroun. On va la raccompagner avec la deuxième musique qu'il annonce. Toujours et toujours, après ces belles paroles et... Ouais, moi j'ai juste envie de faire ça. Ouais, cette courageuse cette sportive. Eh ben, on ne peut que se réjouir d'avoir des talents comme ça en Afrique et puis on lui offre cette musique justement pour vous. Au revoir.